Bienvenue à tout le monde pour ceux qui nous ont rejoints, qui viennent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on accueille Sybille Colas, qui est narrative designer et écrivain. Elle a travaillé avec des clients d'industries variées, donc du jeu vidéo à la publicité et aussi la télévision, comme Arte, Dontnod, Endemol, Ubisoft, etc. Et elle se penche actuellement sur les enjeux et le futur du storytelling interactif. Donc oui, effectivement, je suis narrative designer, je suis également écrivaine, je suis intervenante en conférences dans des écoles, etc. Je fais pas mal de talks sur le sujet du narrative design. En termes de parcours, je viens du game design et du producing. À la base, j'ai pas commencé directement narrative designer. Comme beaucoup de narrative designers, c'est un métier pour lequel il n'existe pas encore vraiment de formation concrète, on va dire, parce que c'est un métier un petit peu touche à tout et qui a besoin d'être très transversal, de toucher à beaucoup de disciplines différentes. En termes de rêve perso, plutôt type jeu écriture, ce que j'aime jouer, on va plutôt taper dans du Neil Gaiman, du Naoki Urasawa, ou alors le travail de design qu'il y a sur mobile, Florence, ou les Brothers Tale of Two Sons sur PC, ce genre de choses. Donc plutôt des petits jeux, j'avoue, en termes de préférence de design. Après, il y a des choses qu'on voit encore très intéressantes niveau AAA, même cette année, ce qui a été fait l'année dernière sur God of War, je trouve ça vachement intéressant, la relation avec Atreus, etc. Pour arriver jusqu'à maintenant, j'ai fait une formation de game design, même si je disais que les formations de narrative design n'existent pas. J'ai commencé dans le jeu vidéo un tout petit peu avant, où j'ai fait un job de QA chez Vivendi mobile avant la fusion Activision Blizzard, où Vivendi mobile a fermé parce que ça n'existait plus. Ensuite, j'ai fait Supinfo Game à la section Game Design Management, donc un master. J'ai eu mes premiers jobs en tant que producteur, et parce que sur la boîte où j'étais, on n'était pas très nombreux et je faisais partie des rares qui parlaient un anglais correct, j'ai commencé la traduction des jeux, et au bout d'un moment, je faisais la traduction du lore et du scénario, et au bout d'un moment, il n'y avait pas de cohérence, donc c'était moi qui le faisais, et au bout d'un moment, c'était mon métier. Donc, j'ai eu pas mal de chance sur cet enchaînement-là. Le fait d'avoir travaillé au début dans des petites structures, c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. J'ai eu le courage de me lancer en freelance assez rapidement parce que justement, j'avais déjà des contacts que je m'étais fait dans l'industrie, et le réseautage est quelque chose de vraiment vital quand on fait un métier qui est aussi peu connu et aussi compétitif. Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent avoir des questions sur comment on arrive à ce métier, comment on arrive justement à se construire de la goodwill, de la réputation autour de ce métier, et pas juste d'être engagé en tant que scénariste, en tant qu'écrivain. Dans les clients les plus fréquents que j'ai ou que j'ai eu, il y a Dontnod, chez qui je travaille actuellement. Donc j'ai bossé avec eux sur Vampire, sur Twin Mirror, et là sur un projet qui n'est pas encore annoncé. Il y a eu Ubisoft avec qui j'ai travaillé, comme Anaïs vous l'avait présenté, où j'ai bossé sur Anno récemment. J'ai également travaillé hors jeu vidéo, donc on citait Endemol, donc globalement c'était F1, où j'ai bossé sur Secret Story. Voilà, on n'en parle pas, mais c'était du game design, donc ça compte un petit peu. J'ai travaillé sur des jeux qui étaient en majorité des projets, on va dire, double A. Donc en termes d'échelle, j'ai une préférence pour des équipes qui sont un petit peu plus réduites, parce que justement, quand on est dans des cadres de gros projets, de triple A, d'énormes budgets, il y a des pressions sur la création, et en particulier sur les narrative designers et les scénaristes, qui laissent pas une énorme marge d'action, pour être honnête là-dessus. Je vous parlais donc du rôle de narrative designer, qui est une position qui est compétitive, mais c'est également une position qui est encore peu définie. Le narrative design, ça fait partie des métiers de la narration dans le jeu vidéo. Donc, personnellement, j'aime à catégoriser ça dans des petites boîtes. J'en vois 4 grosses catégories de la narration. Il y a le scénariste qui va bosser sur le scénario, c'est un petit peu explicite. Il y a les dialoguistes, qui est vraiment un métier à part, et c'est très important de le considérer comme tel. Le dialoguiste fait un travail exclusivement sur les dialogues. Ça peut être quelqu'un qui va également bosser sur le scénario, le content ou d'autres morceaux, mais on parle de compétences qui sont très spécifiques et qui sont généralement pas issues du milieu romancier. On est vraiment dans du dialogue de jeux vidéo, voire du dialogue de cinéma, si on doit parler de transposition de compétences. Le troisième métier, c'est le content writing. Il y a
pas vraiment d'équivalent en français, je dirais écrivain de contenu, mais c'est un peu, ça tourne pas très bien comme appellation, on va dire. Donc c'est tout ce qui est contenu non dialogue écrit dans le jeu. Donc les infobox, les textes de tutoriel, les petits bouts de lore, les bouquins que vous allez trouver dans le jeu, ce genre de choses, les descriptions des objets, tout ça c'est du content writing. Et pareil, c'est un métier à part qui demande en particulier une capacité à être concis qui est exceptionnelle. Et le quatrième métier, c'est le narrative design. C'est en fait tout ce qui va toucher à la narration et qui n'est pas écrit dans le jeu. C'est très vaste comme définition, en particulier parce que c'est une définition qui se définit par l'exclusion plutôt que l'inclusion, comme le scénario, le dialogue et le content. Le narrative design, c'est généralement une discipline qui va toucher sur beaucoup de transversalité, qui va toucher au graphisme, qui va toucher au son, qui va toucher au game design et au scénario évidemment. Mais selon les boîtes et selon les projets, c'est plus ou moins bien défini. Pour pas vous mentir, assez fréquemment, sur des offres ou à des clients où je suis arrivée en narrative designer, j'ai fait que de l'écriture de contenu ou que du scénario, voire même du pur script doctoring, ce qui sont des missions qui sont géniales, mais qui correspondent pas forcément à l'intitulé du poste. Après, c'est pas grave, parce que ça permet justement de se créer de la réputation et de choper des compétences, parce que c'est très rare en tant que narrative designer, de faire 2 fois la même chose. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore ce métier, c'est que intellectuellement, c'est extrêmement motivant. Ne serait-ce que pour travailler déjà avec plein de personnes différentes et le fait d'absorber énormément de connaissances des équipes avec lesquelles vous collaborez, mais en fonction du projet, en fonction de l'équipe, vous allez jamais faire la même chose. Je pense que c'est inconcevable d'avoir ça en narrative design. C'est ce que j'abordais tout à l'heure. Donc, comment on montre tout ce qui est portfolio, CV pour postuler un poste de narrative designer. Comment, quand on est junior, on peut faire la différence. C'est très difficile. Les stages de narrative design existent. C'est particulièrement compliqué d'avoir, on va dire, une foison d'offres là-dessus, parce que généralement, quand une entreprise a besoin d'un narrative designer, elle ne le sait pas forcément. On peut arguer que n'importe quelle entreprise a besoin de narrative designer, ça se discute. Quand vous êtes junior et que vous n'avez pas encore d'expérience sous la ceinture, ça va se jouer beaucoup aux candidatures spontanées. Donc là, il va falloir construire un profil où vous pouvez arguer de plusieurs points. Des compétences en game design, c'est vital. C'est extrêmement important pour moi qu'un narrative designer, même junior, ait au moins des bases en game design. Si derrière vous avez déjà prototypé, touché à des moteurs, c'est un plus, mais c'est pas une capacité qui est considérée comme vitale pour un narrative designer. Si vous avez des travaux d'écriture romancière, c'est bien, mais c'est plus quelque chose qu'on attend pour un content writer, typiquement pour un dialoguiste. Après, ça démontre d'une envie de bosser sur de la scénarisation, d'une capacité à mettre des mots sur vos idées, donc c'est un argument également. Et ensuite, de faire le pont entre les deux, ce qui est peut-être le moins évident à développer, c'est un argument énorme. Assez souvent, en fait, on va voir des profils juniors qui savent pas faire le lien entre le game design et l'écriture. On parle pas d'un procédé où vous allez pondre une nouvelle de 50 pages et que la quantité seule va nous impressionner. On parle vraiment d'une réflexion où vous allez, par exemple, faire un proto de jeu où je me dis, ok, j'écris pas un seul mot, pas un seul, et le gameplay doit raconter une histoire. Donc il y a Pia Victoria Jacquemart qui est lead scénariste à Cyanide, qui est un exercice que je trouve excellent et qui est très intéressant, qui est vous prenez un personnage historique, vous lui définissez un coup simple, un coup fort, un coup spécial, un arbre de compétences, vous écrivez rien du tout et on doit deviner qui c'est. Donc c'est tout bête comme exercice d'écriture, mais c'est déjà un bon premier réflexe pour vous pousser à avoir une réflexion qui sort du ok, pour définir mon perso, il doit parler, il doit avoir un dialogue, je dois avoir une infobox qui me montre son terrible background sombre et ténébreux pour le définir. On est vraiment sur une définition qui passe d'abord par le game design et ensuite par les outils d'esthétique en fait qui vont encadrer le personnage. Donc, narrative design peut s'appliquer aux personnages, ça peut s'appliquer aux environnements. C'est une démarche d'interprétation, de cohérence et de concrétisation en fait des intentions du jeu. Je pars un petit peu dans du flou. Si je peux vous redonner quelque chose de concret, donc toujours pareil, je vais reprendre les jeux dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, sur Paper Please, le design narratif va prendre place
en particulier dans les phases de fin de journée. Je ne sais pas si vous voyez le jeu, en gros il y a des migrants à la frontière, on les autorise ou non à rentrer dans le pays, et on va au fur et à mesure que le jeu avance avoir des contraintes de profil à laisser ou non rentrer. Donc on est dans un contexte assez hardcore moralement, on va dire, et à la fin de la journée, notre maigre paye, on doit choisir si on la met dans du chauffage, des médicaments, le loyer, etc. Donc il y a un aspect gestion qui, quand il est décrit systémiquement, est assez sobre, plutôt simple, voire même pas forcément folichon, mais le fait de forcer le joueur à faire des décisions qui ont un poids, le font se raconter une histoire qui n'est pas écrite dans le jeu. C'est quelque chose qui passe par tous les éléments d'un jeu, de générer justement cette histoire du joueur. Si vous êtes je suis partie complètement loin de la question, je suis désolée, mais c'est important, je pense, de bien définir cet aspect-là du design. C'est quand vous êtes, par exemple, je vais prendre un jeu un petit peu plus, un peu plus triple A que People Please, on va dire, truc avec du bon, The Division. Vous allez avoir des phases où les changements d'interface vont vous générer une tension. Vous allez avoir dans l'environnement des moments où dans la neige il y a des traces de pas, où vous allez anticiper la présence d'ennemis, où des coups de feu au loin vont pareil vous mettre des grosses pressions, où vous allez arriver devant une église avec des grosses bannières Dieu punira, enfin sauvera les justes, et ça vous met une tension extrême. Ces choses-là, le jeu ne les raconte que par son design et par son décor, par son environnement, par son world, par son système. Le travail d'interprétation que fait le joueur va lui créer une histoire qui lui est propre. Pour revenir justement à tout ce qui est formation, portfolio, etc. Donc, je vous conseille de faire du prototypage, de vous renseigner sur des jeux qui ont des bons narrative design. Donc, dans ce qu'on peut citer dans les jeux hors ce que je vous ai déjà dit, il y a Limbo qui est très bien également. Florence, je crois que j'ai déjà cité. Life is Strange a des passages de design narratif en dehors de son scénario qui sont très intéressants, en particulier sur les gameplays exotiques, les moments où on vous donne des habitudes de gameplay, on les brise. Typiquement la scène de la tentative de suicide de Kate, très intéressante en termes de design. Si vous regardez The Last of Us aussi, il y a des logiques en particulier sur le gameplay asymétrique. Quand on contrôle Ellie au lieu d'avoir Joel, on va être dans une comparaison vraiment des gameplays qui va donner un sens. Ce qui est important, c'est de faire ce travail de ok, qu'est-ce que je peux signifier par mon système, qu'est-ce que je peux signifier par mon environnement, sans avoir à écrire un seul mot. Et là, vous allez rentrer dans une démarche de design narratif. Donc c'est très basique comme approche de la discipline, mais c'est quelque chose, c'est un effort mental qui est important, je trouve, pour commencer vous-même à faire la différence, d'une part, et également pour prouver en tant que junior que vous avez déjà un début de réflexion. C'est rare d'avoir des portfolios justement de juniors où on nous dit voilà, c'est du narrative design et on a effectivement un travail de design et non pas d'écriture. Donc une autre question qu'on a, alors là déjà la réponse est oui. C'est en règle générale, dans les équipes de jeux vidéo, on va avoir des problèmes de, comment dirais-je, pas de culture générale, mais de diversité de profils. C'est assez fréquent d'avoir des gens qui ont les mêmes goûts pour les jeux, qui jouent aux mêmes jeux, qui vont lire les mêmes films, qui vont lire les mêmes livres. Et c'est normal. Les équipes vont, j'espère, en tout cas pour vous, se monter autour d'intérêts communs. Vous allez forcément avoir avec vos collègues des affects similaires, vous allez échanger vos références et ça va créer une espèce de sphère qui va englober l'équipe et qui va également être le terreau du projet. Avoir des personnes qui viennent d'autres milieux que du jeu vidéo, d'un intérêt de joueur ou développeur, donc formation ou que sais-je, c'est extrêmement important. En particulier quand on parle de jeux qui sont à volonté narrative, qu'il s'agisse d'un fort scénario ou d'un fort design narratif. Typiquement en world building, des compétences de recherche, genre du reverse engineering de recherche ou de la capacité à formuler un travail de recherche, c'est quelque chose qui est vital quand on bosse sur du lore, donc sur du world building, et qui est extrêmement important. Ce n'est pas forcément quelque chose que je lirais directement au narrative design, c'est plus quelque chose qui se lie au travail de scénarisation, de content writing. Mais, pour être honnête, assez souvent, quand on a l'étiquette narrative designer, on va se retrouver également à bosser là-dessus. Ça dépend de la taille de l'équipe. S'il y a un narrative designer et 0 scénariste,
normalement, ça va être pour votre pomme. C'est en théorie, hein. On va dire que c'est une habitude à prendre. Dans le rôle d'un narrative designer au sein d'une prod, il va y avoir beaucoup d'évolutions qui dépendent toujours pareil du projet. Donc, il y a différents niveaux d'intervention. C'est quelque chose que j'ai pu voir en particulier en ayant bossé en tant que freelance, mais même quand on est sur des CDD ou des CDI, c'est un phénomène qu'on observe sur notre capacité justement à avoir un impact sur la production. Donc, plus l'équipe est grande, plus notre impact sera réduit, malheureusement. C'est un petit peu comme ça que ça marche partout. Mais ce qui est important quand on est dans ce rôle-là, quand on a ce genre de responsabilité, c'est de faire du push and pull, c'est-à-dire de comprendre les contraintes des autres. Donc ça demande beaucoup d'investissement, en fait, beaucoup de communication avec les autres pôles de production pour comprendre quelles sont leurs contraintes et comment vous pouvez, d'une part, les aider à remplir leurs contraintes et d'autre part, utiliser ce qu'ils produisent pour que ça ait du sens narrativement. Donc c'est un gros travail d'interprétation en fait. C'est pas tant de la création de documentation pour qu'ils puissent faire leur travail que un travail de réinterprétation de ce qu'ils produisent. Ce qui est intéressant, ce que je trouve en tout cas le plus intéressant dans ce métier, c'est le fait que sans communication justement entre les disciplines, il ne peut pas y avoir de design narratif. Un narrative designer ne peut pas travailler seul. C'est, je pense, impossible, à moins d'avoir justement des compétences et de graphiste et de prog, d'être une one-man army et de travailler dans sa cave. Ce qui est envisageable, c'est du suicide mental, mais ça peut se faire. Mais quand vous travaillez dans une entreprise justement avec des structures qui sont un petit peu plus formelles, vous allez passer votre temps à bosser avec les autres. S'il y en a parmi vous qui ont déjà la chance de bosser en industrie, même que ce soit en design ou en narrative design, un réflexe qui est ultra important à avoir, c'est de communiquer à l'oral avant même de faire des documents. Ça sert à rien de faire de la documentation et ensuite de la livrer aux gens si avant même de poser ça sur le papier, vous n'avez pas communiqué autour de vos idées, de vos intentions et de la cohérence que vous souhaitez amener. Vu qu'on est dans une démarche d'échange et de créer quelque chose avec un pilier commun à toutes les disciplines, c'est normal que cet échange il soit pas que dans la doc, qu'il soit déjà fait à l'oral entre les gens d'une production. Ça peut paraître être un lieu commun, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc une autre question. Alors, pas que pour narrative designer, mais globalement dans le jeu vidéo, ça devient quelque chose de très important de maîtriser l'anglais. Ça veut pas dire que c'est 100% impossible pour vous de réussir à faire carrière dans le jeu vidéo si vous parlez pas anglais, mais ça reste quand même un point assez vital. Quand vous êtes dans un travail d'écriture, il faut vous attendre à pouvoir parler anglais. Il y a très peu d'entreprises de taille, on va dire, moyenne ou plus grande qui vont accepter un scénariste ou un producteur de documentation. Donc typiquement, dialoguiste, content writer, scénariste et narrative designer tombent sous cette catégorie-là. Il faut avoir un bon niveau d'anglais, ou un minimum de niveau d'anglais. Surtout parce que, assez souvent, en fait, vous allez travailler avec des gens qui parlent pas forcément français. Je dis assez souvent, mais si vous restez sur l'industrie française, bon, vous allez parler français. Mais par exemple, à Dontnod, toute la doc est en anglais. Même si l'équipe actuellement est francophone, parce que d'une part, on sait jamais, voilà, peut-être qu'on va changer d'éditeur et qu'on va se retrouver avec un éditeur international, on peut pas décemment et professionnellement leur fournir une doc en français. Peut-être qu'on va avoir des collaborateurs en freelance ou que sais-je, qui ne seront pas francophones. C'est important aussi de pouvoir anticiper juste la communication que vous allez générer. Et également parce que les jeux, quand on est sur du AA ou du AAA, vont être faits en anglais. C'est très rare de faire le jeu en français et ensuite de le localiser en anglais. C'est plutôt l'inverse qui va se passer, même si l'équipe est française. Et c'est ça qui est très important à garder aussi en mémoire, c'est que quand vous bossez dans la scénarisation, dans le design narratif, vous vous adressez à un public qui est international. Donc vous pouvez reprendre des codes culturels, par exemple, français, mais il va falloir faire attention à tout ce qui est code culturel international, il faut faire attention à tout ce qui est jeu de mots, il faut faire attention à tout ce qui est humour également, ou principes historiques, ce genre de choses. On est sur un respect culturel qui est très particulier dans le jeu vidéo.
Ensuite, ça c'est bien, il y a plein de questions qui arrivent, c'est cool. C'est une très vaste question. Donc le narrative design, comme je le disais au tout début, si on fait la réponse courte, parce que la réponse longue, je peux vous tenir à peu près une semaine, je pense, en solo, et c'est pas forcément le but. La réponse courte, c'est tout ce qui est narratif dans un jeu et qui n'est pas écrit. Voilà. Donc ça va être le système, le gameplay en règle générale, ça va être les enviros, ça va être le son, ça va être tous les graphismes d'ailleurs, que ce soit les enviros, les FX ou que sais-je. C'est un travail sur la cohérence thématique entre tous ces éléments et comment elle va générer une histoire pour le joueur. En gros, le narrative designer va faire un travail de créer des encres de storytelling et va laisser le joueur remplir les blancs. L'un des aspects sur lesquels on joue le plus chez le joueur, qui est présent chez à peu près tous les êtres humains, c'est le déterminisme. C'est la volonté à trouver des causes aux conséquences. C'est un réflexe instinctif qu'on a on voit par exemple, je sais pas, je me balade dans la rue, je vois une poubelle renversée, je sais que la poubelle elle était debout avant parce que le truc il est ouvert et que ça dégueule sur les côtés. Si je me balade dans un jeu, Fallout par exemple, je retourne dans une maison, je vois des éléments de décor, genre un berceau vide, je fais le lien avec le modèle auquel j'ai déjà été confrontée. Ah, c'était ma maison avant, et là il y avait mon gosse. En plus mon gosse il est plus là, donc j'ai le seum. La capacité à créer des indices pour que le joueur fasse l'effort de faire le lien entre ces indices, c'est la base du travail du narrative designer et c'est la base du narrative design. Parce que, en faisant ce travail mental de recréation des causes, le joueur va créer un lien empathique. Parce qu'il a fait un effort mental et va beaucoup plus s'attacher justement à ce qu'on déduit plutôt que si vous aviez fait popper par exemple une infobox qui lui raconte l'histoire tragique de ce qui s'est passé ici. Parce qu'on est dans une passivité en fait quand on est dans la lecture. Le jeu vidéo a un énorme avantage, c'est d'être interactif et de pouvoir parler directement à son spectateur. Donc on n'est pas sur un spectateur qui est devant un écran passivement, on est sur quelqu'un qui est actif et avec qui on veut créer une unisson avec l'histoire du jeu. Il faut faire très attention sur le design narratif entre la différence de l'histoire du développeur, donc l'histoire qu'on a mis dans le jeu, et l'histoire du joueur, l'histoire qui est vécue par le jeu. Je suis partie un petit peu loin. Bon, arriverais-tu à le définir? Ouais, c'est globalement ma définition du narrative design. Une expérience narrative, là pareil, ça va être des définitions qui sont très fluctuantes et qui font des gros débats très honnêtement dans l'industrie. Une expérience narrative, pour moi, ce serait un format ludique avec justement une histoire du joueur prédominante. Voilà. Je peux pas faire plus neutre que ça en termes de définition. En termes de sources, sites, livres à conseiller, j'en ai énormément, j'en ai trop. C'est une question qu'on me pose assez souvent aussi quand justement on discute de ça. Quelque chose que je peux vous recommander parce que c'est déjà un travail que j'ai fait et comme ça me permet de faire de la promo. Sur mon site ineedastory.com, donc j'ai besoin d'une histoire. Donc I Need a Story, il y a un onglet ressources sur lequel il y a une référence librairie où il y a justement beaucoup, trop pour le coup, de références sur l'écriture, sur le game design. Il y en a un petit peu moins sur le narrative design parce que justement c'est quelque chose qui est encore difficile à trouver, mais il y en a, ça existe. Dans mes livres préférés en termes de design, il y a Creativity Inc. de Ed Catmull qui est absolument fantastique. C'est quelque chose que je recommande à peu près n'importe qui bosse dans une industrie de divertissement ou de création. Sur l'écriture pure, bon, vous verrez, il y a pas mal de liens là-dessus. Mais sur le narrative design, c'est assez compliqué de trouver des trucs vraiment cool. Il y a le blog de Frictional Game qui est pas mal, même s'il n'est pas updaté très souvent. Il y a Emily Short sur l'IF, donc l'interactive fiction, les petits formats écrits de jeux vraiment textuels. Mais pareil, qu'il y a des réflexions narrative design qui sont très intéressantes. Il y a pas mal d'autres sites là de tête, je peux pas tous vous les citer, mais vous pouvez checker les sources, il y en a déjà beaucoup. C'est très important de lire tout ça avec un esprit critique. C'est pas forcément évident, en particulier peut-être pour les plus jeunes d'entre vous qui se lancent un petit peu là-dedans et qui sont peut-être un petit peu perdus sur oh mon dieu, par quoi je commence, il y a beaucoup trop de brefs, il y a beaucoup trop de gens qui ont trop d'opinions différentes. C'est important en fait qu'il y ait ces opinions différentes et c'est normal qu'il y ait des divergences sur l'interprétation de ce qu'est le narrative design. S'il y avait pas de divergence sur ces interprétations, en fait, le narrative design serait moins intéressant.
On a besoin d'avoir des clashs d'opinions et des clashs d'interprétation et des clashs thématiques, parce que ça représente aussi humainement, nous, notre manière d'interpréter et de créer notre histoire de joueur. Donc, quand vous abordez ces références, faites-le avec un petit peu de distance en vous disant, ok, c'est un dev ou un joueur ou un journaliste, que sais-je, parmi tant d'autres, qui s'est posé une réflexion et qui présente son opinion. Maintenant, ce qui est important, c'est de prendre toutes ces références et vous faire votre opinion à vous, et surtout de mettre les mains à la pâte, de vous prêter à l'exercice mental de, ok, est-ce que ce sont des choses qui me parlent? Est-ce que dans les jeux auxquels je joue, je suis capable d'analyser la pertinence narrative? Quelle est mon expérience? Il y a un truc qui est abordé dans The Art of Game Design que je trouve très pertinent. C'est un outil de game designer de quand vous jouez. C'est important de regarder votre expérience, d'y réfléchir et de la comprendre. Donc ça demande du travail d'être capable de, on va dire, de juste profiter d'un jeu et d'en même temps analyser la manière dont vous en profitez. Mais c'est un outil qui est très précieux quand on est designer, d'être capable de séparer sa persona de joueur et sa persona de développeur. En termes d'ego également, quand vous serez confronté à des productions où il y aura des clashs d'ego, ou si c'est déjà le cas, ça vous permet également de faire la part des choses entre ce qui vous fait tiquer en tant que joueur, qui est pas forcément pertinent dans une prod, et ce qui vous fait tiquer en tant que développeur, que là, il faut que vous sachiez développer, mettre en avant et argumenter. Donc ensuite, on a une autre question. Un truc qui revient à chaque fois, et c'est peut-être le seul truc pour le coup, c'est l'environmental storytelling. Donc les éléments qu'on va mettre dans l'environnement qui racontent une histoire. Typiquement, bon, à part les jeux textuels j'en ai fait un et il y avait pas vraiment de storytelling d'environnement, c'était un chatbot sur la manière dont les images d'illustration évoluaient. Mais c'était pas vraiment de l'environmental storytelling, c'était des signifiers des signes et parfois même des feedbacks des actions du joueur. Donc on n'avait pas exclusivement du storytelling là-dessus, mais quelque chose qui vraiment, dans les jeux à format visuel classique, on aborde toujours la notion de storytelling d'environnement, d'une manière plus ou moins poussée, mais en fait, c'est un outil qui est plutôt simple à concevoir. Même quand on débute en narrative design, c'est quelque chose qui nous vient assez instinctivement, parce que justement, sur le déterminisme, c'est très facile à interpréter. Les signifiers qui sont les plus puissants, généralement, c'est du son, mais c'est très particulier à travailler et c'est assez difficile également en production quand on arrive sur du sound design qui généralement n'est pas forcément là en conception, parfois arrive en pré-prod, parfois malheureusement beaucoup plus tard. Sur vraiment la capacité de création rapide, on va dire, d'histoire du joueur, l'environmental storytelling, c'est un outil pratique. Pratique et quand il est bien fait, qu'il devient exceptionnel. Dans les autres questions, alors la première question est beaucoup plus difficile que la deuxième. Donc est-ce que les postes de narrative designer, on les trouve plutôt dans les AAA ou dans des milieux qui sont pas accessibles pour les juniors? Non. Le poste de narrative designer, en fait, on peut le trouver partout. Des fois, et pour être très honnête, c'est quelque chose que j'ai fait, il faut argumenter et prouver à une entreprise qu'ils ont besoin d'un narrative designer. La base du narrative design étant une cohérence thématique et une cohérence de storytelling, c'est quelque chose dont chaque jeu a besoin. En poussant vraiment le vice très loin, on peut considérer que chaque jeu, même non narratif en fait, a besoin du narrative design pour contrôler justement la manière dont le joueur va raconter son expérience. Étant donné qu'on a une époque où globalement chaque utilisateur est potentiellement un broadcaster, que ce soit en étant sur des formats très aboutis, genre des streamers Twitch par exemple, ou des youtubeurs, la personne lambda va poster sur Facebook, va poster sur Twitter, va partager son expérience, ou même juste va la raconter à des amis. On n'est plus vraiment dans une époque où les gamers existent séparément des autres. On est sur des communautés, on est sur des partages d'expériences. Le partage d'expérience d'un joueur sur son expérience de jeu, c'est quelque chose qu'il va raconter et sur lequel il va s'accrocher à des encres particulières. Si je prends le truc le moins narratif auquel je puisse penser, Candy Crush, vas-y. Le narrative design de Candy Crush n'est pas forcément ultra poussé, mais quand un joueur raconte son expérience dessus, il va vous parler des high scores de ses amis qu'il a battus, de tel niveau avec telle feature qui est ultra galère à passer, et on a un storytelling dramatique en fait qui se crée. Et ce sont des encres de drama. C'est le challenge qu'on pose aux joueurs, la capacité à évoluer dans un milieu social. Ce sont
des outils de narrative design? Est-ce que ce sont des outils de contrôle de l'histoire du joueur? Je suis partie un petit peu loin parce qu'on était sur les AAA. Donc, on peut arguer que le narrative design se trouve partout. C'est un travail qui est particulièrement difficile pour des juniors que de se vendre en tant qu'utile à une boîte qui n'en a pas forcément conscience. Mais le travail de narrative design, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer partout. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y a des boîtes où je suis rentrée en scénariste et c'est un travail de narrative design que j'ai fait. Parce que c'est des besoins qui sont identifiables à n'importe quel niveau. Il n'existe pas de système de jeu qui ne raconte rien. C'est impossible. À partir du moment où le but d'un jeu vidéo, c'est de proposer une expérience à son joueur, cette expérience peut être racontée. Donc on n'est pas forcément sur un storytelling fiction, on est plus sur un storytelling justement de non-fiction, de comment j'ai vécu mon jeu, mais c'est pas grave, à partir du moment où vous vous donnez la force et les outils de contrôler cette histoire. Parce que vous voulez justement que l'expérience que vous avez imaginée soit racontée de la manière que vous le voulez. C'est aussi également pour ça, je pense que l'e-sport est quelque chose qui est aussi fascinant et qui marche aussi bien, c'est parce qu'on est sur des player stories qui sont exceptionnels. Et c'est le format de partage de la player story parfait, on va dire. Et ensuite, la deuxième partie de la question, c'était, oui, quand on a un statut de GD dans une boîte, est-ce qu'il est possible de se réorienter? Donc j'imagine vers de la Nara. Complètement. Il vaut mieux d'ailleurs, si vous avez un créneau là-dessus, si vous avez une possibilité de rentrer en scénariste, si vous avez une possibilité de rentrer en GD, de prendre ce job-là, d'être dans l'industrie et de choper des compétences dont vous avez absolument besoin en tant que narrative designer. J'ai déjà insisté dessus, mais je vais réinsister dessus. Des compétences de game design sont absolument complètement nécessaires. Si vous n'avez pas des capacités d'interprétation de l'expérience de votre joueur, si vous n'avez pas des compétences en UX, en UI, pas forcément poussées en UI, hein, mais des compétences UX, c'est absolument vital. Vous allez manquer d'armes pour être capable justement de faire cet exercice d'interprétation et de concrétisation de l'histoire du joueur. On me dit qu'il y a une remarque intéressante. Sur l'aspect prenez un personnage historique et faites-en un personnage identifiable sans le faire parler. Ça me fait penser au travail sur la cohérence des personnages dans Smash Bros, sur leurs animations et leurs coups. Complètement. Absolument. Le travail justement de design narratif dans Smash Bros, il est là-dessus et sur l'expérience de jeu de tu n'auras plus d'amis une fois que tu y auras joué. Le travail de l'animation des personnages, tout jeu confondu, c'est un travail qui est caractérisant, donc c'est un travail qui est du narrative design potentiellement. Mais toujours pareil, ça veut pas dire que l'animation vont penser au narrative design des trucs, ça veut dire que potentiellement vous avez là des outils à votre disposition. L'animation, c'est quelque chose qui représente des coûts de production qui sont généralement assez fat, parce qu'il faut faire des systèmes très lourds et qu'en termes de production c'est très cher. Mais qui ont une puissance évocatrice particulièrement agréable quand vous avez justement ces outils-là à utiliser. Quand vous avez le budget et les outils d'animation, je vous garantis que c'est un réel plaisir de travailler sur le body language, de travailler sur la concrétisation d'une vision de personnage, sur son système, sur la manière dont il se bat par exemple, sur la manière dont il va utiliser ses compétences. Tout ça est caractérisant. Donc ça vous permet d'avoir des encres justement où vous montrez aux joueurs voilà comment je les présente, plutôt que d'avoir des animations qui sont léchées mais classiques et qui n'évoquent rien en fait. Donc ensuite on a, oh mon dieu, alors je vais faire un classement. C'est pas tant des défis que je dirais que j'ai dû affronter en tant que narrative designer qu'en tant que femme dans l'industrie plutôt. Et ça tombe bien d'ailleurs, on est sur Women Games, qui fait par ailleurs un taf fantastique. Je me permets de les remercier au passage. C'est super cool de leur part justement d'organiser des amas comme ça ou même des interviews, les ateliers qui sont faits. C'est vraiment vraiment cool ce qui est créé par l'association. C'est très impressionnant ce qu'ils ont fait en si peu de temps. Voilà, c'était l'aspect promo. Alors le plus gros défi, je dirais que c'est un défi qui se répète en fait. C'est en termes de normalisation de la représentativité. Par là, j'entends que la plupart du temps, les persos qu'on me demande d'écrire, c'est des mecs, ils sont blancs, ils sont hétéros, ils sont cis, ils sont diadiques, ils sont tout ce que vous voulez. Et c'est, d'une part, c'est particulièrement chiant à écrire, parce que c'est toujours la même chose, et d'autre part, c'est
assez irrespectueux, je trouve, de la diversité des joueurs, en fait. Que ce soit en termes de représentation de genre ou de représentation d'identité de genre, d'orientation sexuelle, d'ethnicité. On est sur un modèle où, parce que c'est moins risqué, on va moins se permettre de sortir de ce qui nous représente nous. À partir du moment où dans les entreprises, on a des profils qui sont malheureusement souvent les mêmes, on va retrouver les mêmes profils dans les jeux. C'est normal parce que c'est plus simple de créer ce qui nous. Et du coup, en tant que meuf, quand j'essaye de faire des persos qui sortent un petit peu de cette norme, il faut que je me prépare à avoir des arguments. Et des arguments qui sont plus solides et souvent plus inhabituels que si je crée voilà, ça c'est Baldur, il est chauve, c'est un homme au passé sombre et ténébreux, il doit sauver une meuf, il est content. Ça passe généralement tout seul. Par contre, voilà, c'est une nana noire, elle est bi, elle a une très très grosse épée, ça il faut l'argumenter. Ça peut paraître assez caricatural, mais au final c'est quelque chose que j'ai dû affronter assez souvent. Les premières fois c'est très déstabilisant parce que même si on est prêt à affronter le sexisme du jeu vidéo, du milieu du jeu vidéo, c'est toujours quelque chose qui est un peu choquant et attristant quand on l'affronte pour la première fois. Au bout d'un moment, on s'habitue. En toute honnêteté, j'ai des arguments que je sais dérouler, je sais prendre la mesure de qui j'ai en face de moi et je sais également, malheureusement, quand abandonner le combat. Parce que des fois, il y a juste un blocage et pour votre propre bonheur personnel, il faut abandonner. Heureusement, c'est pas des abandons que j'ai dû faire fréquemment. Ça m'est déjà arrivé et c'est particulièrement le seum quand ça arrive. Mais heureusement, et sur les dernières années, de plus en plus, il y a une ouverture d'esprit et une prise de conscience qui se crée. Sur justement, voilà, on a toujours fait ça comme ça, ce serait peut-être bien de faire ça différemment. Ça, c'est une chose qui est notable, qui est remarquable et qui est louable dans l'industrie. Je dirais que la France est peut-être de quelques années en retard sur les autres pays avec qui j'ai pu bosser. Le Canada en particulier est particulièrement cool à ce niveau. La Suède, c'est pas mal aussi. Les US, j'en ai aucune idée, ou les industries asiatiques, pareil, je peux absolument pas vous dire. Mais la France, un petit peu à la traîne. Ça commence à aller, on voit des initiatives qui sont de plus en plus marquantes. Il y a Ubisoft en fin d'année, là, qui a fait une semaine de l'inclusivité qui était super cool, qui était vraiment dans une démarche, justement, d'éducation, de dialogue, parce qu'on n'est pas dans le fait de châtier les gens qui ne savent pas créer de la diversité. On est là pour leur dire, effectivement, la diversité, c'est cool, et pas juste pour faire plaisir aux joueurs qui rentrent pas dans votre norme. Parce que la diversité est une source de plus grande créativité et également de plus grande qualité du produit. Donc une autre question. Bon, là, je suis un petit peu dans la, dans la lignée de la question. Accès triple A, c'est très difficile. Très difficile parce que, comme je disais, en fait, il y a une notion de prise de risque qui est particulièrement douillette, on va dire. Les triple A en moyenne vont attribuer entre un tiers et la moitié de leur budget à leur marketing. C'est énorme et c'est très pesant. Le marketing a généralement un poids de décision particulièrement fort. Soit le marketing, soit le marketing représenté par l'édito. Donc la vision éditoriale d'une entreprise, en particulier des entreprises qui ont plusieurs licences et plusieurs projets. C'est des choses qu'on veut uniformes et qu'on veut être solide parce que c'est là-dessus qu'on va vendre notre projet en fait. Et quand on parle de produits qui vont coûter 50, 60, 80 millions d'euros à faire, on n'a pas forcément envie de faire des prises de risque sur le public qu'on cible. Ça peut paraître tout con, mais l'argent est vraiment un argument qui est très très important. Et c'est normal, quand on investit autant, on a envie d'avoir un retour sur investissement un minimum décent. Donc, le narrative designer, les scénaristes restent encore, je dirais, des métiers qui sont pas forcément considérés d'une manière aussi importante que les game designers, les producteurs ou à peu près n'importe qui d'autre en fait. On est des métiers qui sont particuliers parce que les scénaristes, historiquement dans le jeu vidéo, à la base ne sont pas nés dans le jeu vidéo. On a plutôt eu l'habitude de les prendre du cinéma, du milieu des séries, etc., de les faire venir sur le jeu vidéo et de se rendre compte que ce qu'il écrit c'est absolument pas adapté au format. Bon tu vas t'entraîner et on va couper et ça marchera peut-être. Pareil pour les scénaristes qui viennent du roman, qui viennent du ciné, sont pas forcément adaptés au format multimédia interactif.
Et derrière les narrative designers, bah, c'est un métier qui a été identifié il y a 5 ans, même pas, qui est pas encore très formel, de boîte en boîte, même parfois de projet en projet au sein d'une même boîte, ça change énormément. Donc, on n'a pas encore une légitimité, je dirais, qui est très assise. Ça dépend des entreprises. Il y en a qui ont un respect du designer qui est particulièrement agréable. Mais je dirais que la tendance est plutôt sur une considération affable. On n'est pas sur un point de vue d'expert qui va toujours être respecté et qui va être considéré de la même manière qu'un directeur artistique ou créatif, que sais-je. Mais si on a sur ces rôles-là justement de directeurs dans des AAA des personnes qui ont des consciences des enjeux du narrative design, voire même qui pratiquent le narrative design eux-mêmes, je prêche la bonne parole, cette religion est cool, on va avoir des ouvertures potentielles de négociation qui sont très intéressantes. Le narrative designer fait beaucoup de médiation et de diplomatie quand on est dans une grosse équipe, et de la médiation pour vous-même en fait et pour vos idées. C'est assez compliqué d'aller voir des gens et de leur dire oui effectivement ce que tu fais c'est super cool. Par contre en termes de cohérence par rapport à ce qu'on raconte dans l'histoire et par rapport à ce que raconte le GD, bah ça marche pas. Donc on essaye plutôt d'avoir la démarche inverse. Ok, on va faire du doctoring sur le projet. Qu'est-ce que raconte notre système? Qu'est-ce que raconte notre environnement? Qu'est-ce que racontent tous les éléments qu'on a mis dans le jeu? Et où est-ce qu'on a des points de contact entre toutes les disciplines de prod? Et à partir de là, on va tisser une espèce de toile de design qui va aider à guider le développement futur du jeu. C'est assez fréquent de voir justement des personnes qui arrivent en doctoring de scénar à la fin et qui vont en fait avoir une démarche d'analyse du système et de l'esthétique du jeu. Alors, penses-tu que ton métier de narrative designer, puisqu'il est pluridisciplinaire et incorpore du game design, pourrait incorporer des principes du X, éthique, stéréotypes, comportement, émotions, etc., de psycho-ergo, dont au final on a besoin dans les principes de GD écriture. Complètement. Ça fait partie des choses qui sont ultra importantes pour le design narratif et qui prennent un temps de ouf à apprendre. Il y a Célia Odon aussi qui a sorti il y a pas longtemps pareil un bouquin sur le The Player's Mind, je crois, qui est trop bien et qu'il faut que je relise encore 12 000 fois parce que c'est des principes qui sont vachement carrés, vachement précis et très complexes. Quand je vous parlais de déterminisme, concrètement, c'est un principe de psycho. La capacité à anticiper la manière dont le joueur va réagir à ce que vous lui proposez, c'est de la psychologie. C'est un petit peu de la psychologie à deux balles quand c'est raconté comme ça, mais c'est des outils qui sont particulièrement poussés. Quand on parle de ce que tu disais dans ta question d'éthique, de stéréotypes, ça fait partie, selon moi, de la démarche également du narrative designer, de faire en sorte que le projet que vous créez est conforme à des normes, certes, mais les pousse également un petit peu. Quand on est sur des challenges d'éthique, c'est particulièrement difficile. Là, par exemple, il y a des jeux, je peux pas vous dire avec qui ou quel nom du jeu sur lequel j'ai bossé, mais qui parlait des Indiens d'Amérique. C'est pas un thème qu'on peut aborder quand on n'est pas renseigné, mais surtout quand on n'est pas lié directement à eux, que ce soit eux ou les Inuits ou des ethnies qui sont protégées et qui tiennent à leur culture et qui tiennent à leur héritage et qui ont subi de l'appropriation culturelle. C'est un travail de respect en fait qu'il faut faire, qui est très délicat. Quand tu parles également de comportement, d'émotion, etc. Bon là on s'éloigne de la notion d'éthique, mais ou pas d'ailleurs, si on est toujours dans le cadre de l'éthique, comportement, émotion, oui, c'est plus une question d'aborder le cliché, l'interprétation et de se projeter, pas sur votre cible, mais sur un modèle commun. Je sais pas si c'est très clair, mais globalement, quand vous présentez une situation dans un jeu, c'est important que vous soyez capable de l'interpréter d'un point de vue qui n'est pas le vôtre. Donc on demande également du designer énormément d'empathie, de capacité de projection et de capacité d'interprétation. C'est assez schizophrénique en termes de projection. Et faire des playtests, c'est quelque chose qui soulève beaucoup de cette charge mentale, mais quand on est dans une phase de conception et de pré-prod, c'est une gymnastique que vous devez être capable de faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vu que j'ai déjà fait, la réponse est oui. Donc j'ai bossé sur la télé, sur du documentaire. Pour moi, c'est limite important en fait, et c'était un exercice qui était très très cool parce que c'est pas du tout les mêmes réflexes d'industrie, parce que c'est pas du tout les mêmes projets et c'est tellement pas les mêmes contraintes. Le bosser pour la télé, c'est un milieu qui était alien pour moi. Je sais pas si je le referais,
le referai probablement si j'en ai l'occasion en vérité, parce que c'est des projets qui ont des budgets qui explosent tout, et qui sont répartis d'une manière très inhabituelle. Où là, pour le coup, le jeu vidéo a un respect du design depuis quand même un sacré bout de temps, ça va, c'est assis. Dans la télévision et le divertissement télévisuel, le game design, bon, l'UX est importante, mais le système ne l'est pas forcément, étant donné qu'on est où le spectateur n'est pas un consommateur ou n'a pas d'interaction directe avec le produit. On sait qu'il y a le montage en fait, donc on va plus axer la réflexion de design et de composition des éléments du contenu autour d'une vision éditoriale. On va dire, bah voilà, on va avoir un axe romance, un axe humour, un axe suspense, et on va créer l'émission ou le contenu autour de ça. Donc ça, c'est des réflexes qui sont très intéressants et qu'on peut réutiliser en jeu vidéo, mais qui restent très spécifiques à ce média-là. Donc, je dirais que c'est un exercice que je recommande ponctuellement, ne serait-ce que pour vous défricher un petit peu le cerveau et découvrir des techniques et des méthodes qui sont utilisées dans d'autres industries. Donc il y a eu un petit groupe de questions de salaire. C'est un gros bloc. C'est un très très gros bloc. Alors pareil, là-dessus je peux vous parler que mon expérience perso. Il y a énormément de parcours administratifs et financiers différents pour les narrative designers ou les scénaristes en règle générale. Donc, au niveau du salaire, quel métier narratif est le mieux payé? Je n'en sais strictement rien. J'ai plus vu des gros salaires sur des directeurs narratifs, vraiment des personnes qui étaient en charge de plusieurs projets, ou des personnes qui étaient sur des postes éditoriaux, où là, oui, on va avoir des salaires qui font un petit peu pleurer. Dans les métiers de pur exécutif, donc qui sont pas lead ou qui sont pas directeurs, les plus gros salaires que j'ai vus, c'était les scénaristes qui étaient issus du cinéma, mais exclusivement des personnes anglo-saxonnes, donc des personnes qui ont un track record, donc des films ou des séries sur lesquels ils ont bossé qui est extrêmement impressionnant, qui sont des personnes qui sont connues et qui sont payées pour leur expertise dans ces domaines-là. Il n'y a pas encore eu énormément de ce que j'ai vu de salaires impressionnants sur les scénaristes francophones issus de la francophonie. Narrative designer francophone, c'est peut-être les rôles que j'ai vus les mieux payés vraiment en région parisienne en tout cas. Donc franchement là-dessus ce serait plus faites votre enquête auprès de plein de narrative designers et scénaristes différents parce qu'il n'y a pas il y a pas de loi, je pense, de ce que j'ai pu observer. C'est vraiment en fonction de votre statut de cadre, de directeur ou de lead que là va y avoir des bons salaires qui sont assez notables. Donc actuellement, on parlait du statut d'employé. J'accélère un tout petit peu parce qu'il reste 9 minutes. Statut d'employé, actuellement, je suis en CDD. Généralement, je fais pas de statut droit d'auteur parce qu'avec le jeu vidéo, c'est un enfer sans nom, étant donné qu'on doit léguer nos droits d'auteur dans la plupart des contrats qu'on signe, ce qui légalement, en termes de droit patrimonial, bon, voilà, n'est pas super légal. Quand je bosse en écrivain, généralement, je suis en statut d'auto-entrepreneur et je me fais payer à la mission, donc soit à l'heure, soit à la journée, soit sur des formats particuliers. Et quand j'ai bossé dans l'édition classique, hein, dans des romans ou dans des nouvelles, etc., là, je me fais payer en droit d'auteur. Mais parce que dans ces cadres-là, c'est plus simple. Dans le jeu vidéo, se faire payer en droit d'auteur, c'est particulièrement compliqué, en particulier si vous êtes français et que vous travaillez à l'international, donc en freelance pour d'autres pays, parce que le droit français vous protège énormément et ne correspond pas du tout au droit des autres pays. Donc on va se retrouver plutôt sur des formats où vous allez devoir être auto-entrepreneur ou sur un contrat à durée courte pour pouvoir juste créer de l'aisance administrative pour votre client. Donc niveau administratif, pour les débutants dans l'industrie, l'auto-entrepreneuriat, c'est pas mal, mais vous perdez genre 47-48% en taxes. Bon après, si vous êtes à Pôle emploi, vous avez une réduction des taxes sur les 3 premières années. C'est pas trop dégueu, mais au bout de 3 ans, je vous conseillerais de laisser tomber. Ça peut vous aider à bosser en freelance au début, à vous faire des contacts. Moi, très honnêtement, les premières missions que j'ai fait en freelance, c'est à côté, en fait, j'avais un autre job. C'est parce que c'était pas possible de vivre de mes missions en freelance. Donc j'étais sur j'étais sur mon CDI producteur et je commençais justement à me faire mon réseau, mes contacts avec des missions de freelance en cumulant les statuts, donc en ayant un statut d'auto-entrepreneur. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu que j'avais des clients qui étaient
qui commençait à être récurrent. Là, j'ai quitté mon job et j'ai pu faire ça en full time. Donc c'est épuisant mentalement, mais c'est une chose qu'il faut être malheureusement prêt à faire. J'ai des exemples de personnes qui n'ont pas dû cumuler les emplois, mais j'en ai beaucoup et je dirais plus qui ont dû malheureusement suivre ce pattern. As-tu des exemples intéressants de jeux d'un point de vue narrative design? Ah, bah donc tout à l'heure je vais les reciter. Brothers Tale of Two Sons, je le trouve super, vraiment vraiment génial. En termes d'ergonomie, il est super bien pensé. La signification de l'ergonomie, elle est très intelligente. Le level design, il est sympa, mais le jeu, je vous recommande vivement d'y jouer parce que l'intelligence de design narratif est très très poussée. Florence est particulièrement intéressant, c'est le GD ou le lead GD, je sais plus, de Monument Valley qui a bossé dessus. C'est une série de mini-jeux qui ont tous un sens de design narratif. C'est sur mobile, hein, il est pas trop cher, donc je vous recommande l'investissement parce que c'est une bonne claque en termes juste d'élégance de design. Les Monument Valley, hein, d'ailleurs le 1 et le 2 sont très cool également. Il n'y a pas une seule ligne et le storytelling il est crème. Enfin, si, il y a des petites phrases dans le 1, mais bon, ça sert pas à grand chose. Les feels, ils viennent vraiment des personnages, de leur interaction avec eux. Le deuxième est moins difficile que le premier, donc moins challengeant, mais il est brillant en termes de design. Paper Please que j'ai déjà cité, Limbo en termes de justement travail sur les sons, sur les animations, il y a un boulot de narrative design qui est super intéressant. Inside est encore plus poussé, donc c'est le jeu qu'ils ont sorti après Limbo, où là vraiment on est sur une amélioration de Limbo. C'est très intéressant d'ailleurs de jouer à Limbo et ensuite de jouer à Inside et de voir ce qu'ils ont changé, voir ce qu'ils ont amélioré, comment ils ont interprété les retours d'expérience, etc. J'avais cité Life is Strange également pour leur travail sur la signification et la thématique, parce que on est sur globalement une thématique de grandir, de passer à l'âge adulte, d'assumer les conséquences de ses choix, et la base du gameplay c'est justement de ne pas assumer les conséquences de ses choix. C'est magnifique. Et toutes les séquences de gameplay exotiques, donc la tentative de suicide de Kate, je vous spoil à fond, hein, je suis désolée, mais maintenant il y a prescription, le débranchage de Chloé ou même le choix final du sacrifice sont des petites perles justement avec des espaces de game design exotiques où on brise les habitudes de joueurs pour lui raconter quelque chose de très fort. Voilà. Peut-être ce que je citerais pour moi c'est vraiment les jeux qui m'ont le plus marqué. Il y en a probablement beaucoup plus, mais là j'avoue je commence à plus trop avoir de carburant. Un jour peut-être je posterai ma liste des 250 jeux où je trouve qu'il y a des trucs cool en narrative design. En vrai il y a toujours des expériences qui sont vachement sympas dans tous les jeux auxquels vous jouez, juste en vous disant ok, quand je raconte ce jeu, qu'est-ce que je raconte? Généralement vous n'allez pas raconter le scénario. S'il y a un scénario fort, vous allez plus parler genre des personnages. Quand on parle de The Witcher 3, on va pas dire ah oui au début il y avait Ciri et machin, on va dire oh putain le dragon, le baron rouge c'était énorme, parce que c'est le baron rouge qui est touchant, parce que c'est le baron rouge qui est travaillé d'une manière vraiment vraiment frappante. Et ça c'est le cas pour tous les jeux. Généralement quand vous faites un retour d'expérience joueur, il va pas vous parler du scénario, il va vous parler des personnages et de leur évolution. Donc là on parle plus de scénario et de dialogue, mais ça parle également des encres de design narratif qu'il y a dessus. Si le passage avec Kate dans Life is Strange est aussi choquant, c'est parce qu'on perd le contrôle du game design habituel et que c'est quelque chose qui ne se fait pas, et du coup le joueur est choqué, et la scène en est d'autant plus forte, parce que c'est quelque chose qui symboliquement marche extrêmement bien. Du coup, il reste 3 minutes, je pense que on va peut-être partir sur de la conclusion. En termes, il y a eu pas mal de questions sur des conseils de comment on peut devenir narrative designer, comment on peut devenir scénariste, machin. À partir du moment où c'est très cliché ce que je vais dire, je suis désolée, où vous avez une envie et où vous avez un minimum d'énergie à partir dedans, c'est quelque chose qui vous apportera toujours de la matière pour la suite de votre carrière dans le jeu vidéo. Un investissement sur le game design, sur l'écriture, sur le narrative design en règle générale, c'est quelque chose qui vous bénéficiera quelle que soit votre carrière. Que ce soit une carrière dans le graphe, que ce soit une carrière dans la programmation, que ce soit une carrière dans le son. À partir du moment où vous faites un travail de réflexion et d'interprétation des éléments que vous mettez dans un jeu, pour moi, c'est quelque chose qui vous servira toujours et qui est très important dans la manière d'aborder votre métier et votre progression. On se penche encore maintenant beaucoup, trop souvent, je dirais, sur
l'histoire qu'on présente aux joueurs et pas assez sur l'histoire que vit le joueur. Et pour moi, justement, cette formalisation de l'histoire de joueur, cette dissonance qu'il existe entre les deux, c'est la base du futur narratif du jeu vidéo. C'est déjà quelque chose, une démarche qu'on a maintenant, mais le concrétiser, en avoir conscience et continuer à travailler là-dessus, c'est important pour notre industrie et c'est important pour nous personnellement en tant que professionnels. Voilà. Bah écoutez, c'était plutôt agréable, j'ai absolument pas vu le temps passer, j'espère que j'ai répondu du mieux que j'ai pu aux questions que vous m'avez posées. Il y avait des choses très intéressantes, il y a beaucoup de questions qui revenaient déjà souvent quand on parle avec des étudiants ou même avec d'autres professionnels d'industrie et des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et c'est toujours cool de voir que c'est les mêmes questions d'éthique, les questions d'UX, les questions de pluridisciplinarité qui reviennent. Donc le terreau est là. Maintenant, il faut juste le travailler, il faut continuer à pousser vraiment là-dessus. Merci beaucoup à vous.